Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Angie, bienvenue dans le podcast. Bonjour. Je te laisse te présenter, expliquer donc qui tu es et quelles sont tes activités. Alors, je m'appelle Angie Roba, j'ai 21 ans et je suis auteure-compositrice-interprète. Et en ce moment, je travaille sur mon premier EP. Qui devrait sortir quand, du coup? Je sais pas si tu peux dire. Alors, j'ai pas de date de sortie pour l'instant. C'est vraiment du travail pur. Donc, j'espère dans l'année. Je pense dans l'année, mais j'ai pas du tout de date à donner pour l'instant. D'accord. Est-ce que tu peux nous tracer un peu ton parcours? Quand est-ce que tu as commencé à chanter? Est-ce que tu as commencé par la voix ou par les instruments? Alors, j'ai commencé au tout début par la guitare, parce que je viens d'une famille d'artistes de cirque qui s'est arrêtée à l'époque de mes grands-parents, mais ils ont toujours gardé cet instinct un peu artistique de jouer de la guitare, de chanter. Et donc, au départ, pour imiter mon grand-père et mon cousin, j'ai voulu jouer de la guitare aussi. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment cool. Mais j'ai pas chanté tout de suite parce que j'étais vraiment timide quand j'étais petite, donc je chantais dans ma chambre ou devant ma maman, dans un cercle très restreint. Et puis un jour, j'ai mon papa qui m'a écouté chanter et il m'a demandé de chanter devant lui. Et je voulais pas. J'étais vraiment hyper timide. Mais il a insisté plusieurs fois et puis j'ai commencé à faire ça. Du coup, j'ai commencé à chanter devant plus de monde. Et puis un jour, mon papa il est venu me voir, il m'a dit écoute, je sais qu'il y a un concours de chant pas loin de chez nous, est-ce que ça t'intéresse d'aller le faire? Et j'avais peur, j'étais terrorisée vraiment, mais j'étais tellement du genre à me dire vu que t'as peur, faut que tu le fasses, que je l'ai fait. Et j'ai pas fini première, j'ai fini coup de cœur du jury parce que j'ai appris un peu plus tard que le jury voulait me faire passer première, mais que j'avais fait des erreurs dans la guitare. J'étais tellement stressée que je me suis un peu plantée. Du coup, techniquement, ils pouvaient pas me mettre première, mais ils ont créé une place spéciale pour moi qu'ils ont appelé coup de cœur du jury. Donc du coup, c'était vraiment très motivant. J'ai rencontré les gens qui font les castings pour The Voice Kids, etc. Et c'est vraiment là que tout a commencé. Après, j'ai fait d'autres concours. On m'a proposé de faire le casting pour The Voice Kids quand j'avais 15-16 ans. Et du coup, je suis montée sur Paris, j'ai fait le casting. Bon, malheureusement, je n'ai pas été reçue. Et puis, quelques années plus tard, j'ai repassé le casting pour The Voice Adulte. Et puis, cette fois-ci, j'ai été prise dans le show. Alors, j'ai pas fait beaucoup de prime, je suis restée... j'ai fait les auditions à l'aveugle et les KO. J'étais dans l'équipe de Jennifer. Et c'était assez cool comme expérience en vrai parce que ça nous apprend à faire... à savoir quoi faire devant des caméras. Tu vois, c'est une expérience complètement différente que simplement faire de la scène. On apprend vraiment le monde médiatique. On a nos premières vraies interviews, tu vois. Et donc on apprend aussi quelles sont les retombées de ce qu'on peut dire face à une caméra. Des fois c'est assez surprenant d'ailleurs, mais c'est vraiment une très très bonne école. Moi je suis super contente de l'avoir fait. Alors j'ai zappé un truc très important, donc je vais revenir en arrière. Avant de faire The Voice, à 16 ans j'ai signé mon premier contrat en maison de disque avec le label Playtoo. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Écrire et composer. Et donc j'ai ma première chanson Freaking Day qui a été sortie sur ce label Playtoo. Donc je l'ai composée et co-écrit avec François Velgrim. Et j'ai eu la chance de voir la chanson passer directement sur la radio Énergie. Donc ça c'est fou, hein. C'était complètement fou, ouais. Donc c'est vrai que pour la suite, ça met un bon coup de... J'ai bien envie de continuer, tu vois. Donc ça c'était génial. Ensuite j'ai eu la chance de pouvoir partir à Londres pour faire des camps d'écriture, écrire avec des Anglais là-bas. Et moi, vu que j'ai une culture musicale anglo-saxonne, j'adore la musique anglaise de base, le rock anglais, tout ça, c'est un truc qui était génial pour moi, de pouvoir voir comment d'autres gens fonctionnent, écrivent de la musique. C'est pas forcément de la même manière que les Français, pas toujours. Donc c'est super intéressant, je me suis nourrie de ça.
Et là, je suis rentrée, donc j'ai fait The Voice à ce moment-là. J'ai dû, pour faire The Voice, rendre mon contrat chez Playtoo parce que quand on entre dans The Voice, on doit signer un... En fait, eux, ils sont affiliés à la maison... Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire affiliés, mais en tout cas, ils ont un deal avec Universal, puisque le gagnant signera chez Universal. Donc, j'ai dû rendre mon contrat chez Playtoo et signer un genre de pré-contrat avec Universal qui pouvait... qui pouvait se faire si j'ai gagné ou si j'étais dans les finalistes, ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup, je suis sortie de l'émission. Quelques temps après, il y a eu un revirement de situation assez drôle parce que Bruno Barberès, le directeur de casting de The Voice, du coup, m'a rappelé pour faire un autre casting. Et les seules informations que j'avais, c'était, c'est à Paris, c'est le producteur Camaro, donc Camaro qui chante Femme Like You, veut faire un groupe de rock avec une artiste féminine en leader. Excellent. Ouais, c'était fou. Et c'est un truc où on s'attend pas trop, tu vois, de recevoir un appel en te disant il y a Camaro, le chanteur de Femme Like You, qui est en train de créer un groupe de rock et il veut que tu sois... Donc, je savais pas trop quoi en penser. Je savais même pas si j'avais envie d'être dans un groupe, tu vois. Et oui, parce que c'est juste une question que tu t'étais même pas posée, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis j'écrivais mes propres chansons. Je me suis dit, si je suis dans un groupe, est-ce que je vais pouvoir chanter ce que je veux ? Est-ce que... Donc, enfin, j'ai aidé quand même au casting parce que je me suis dit que j'avais rien à perdre et que ça pouvait juste être cool, tu vois. Donc, j'ai passé la première étape du casting. On m'a rappelé un peu plus tard en me disant qu'on voulait me revoir. Et donc, la deuxième fois, c'est juste Camaro, Cyril, qui m'a dit écoute, je t'adore, je veux plus faire de groupe de rock, je veux te signer toi en tant qu'artiste. Incroyable. Donc, ça, c'était mortel. Parce que c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, même s'ils me choisissent, est-ce que je vais avoir envie d'aller dans un groupe, tu vois ? Parce que c'est une toute autre... Enfin, c'est très différent. Je trouvais ça trop cool un groupe de rock, parce que bon, à la base, c'est mes inspirations, je viens du rock. Mais ouais, je suis bien contente que ce soit retourné comme ça. Parce que là, comment ça se passe quand tu signes ? Toi, tu dis aux maisons de disques, moi, je veux composer mes propres chansons, ou est-ce que eux te proposent de te mettre en lien avec des personnes qui composeraient pour toi ? Alors, tout ça, ça dépend un peu de la maison de disques. Après, en général, si t'es auteur-compositeur et qu'ils aiment ce que tu fais et qu'ils te signent parce qu'ils aiment ce que tu fais, ils vont pas t'obliger, d'ailleurs, ils peuvent pas t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des maisons de disques qui sont, je dirais, un peu plus... pas dures, mais qui essaient de diriger un peu plus les artistes. Et il y a des maisons de disques qui sont vraiment... comme mon label 47, qui sont vraiment plus ouverts et qui laissent les artistes faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont confiance en eux. Et c'est aussi pour ça que j'ai signé avec eux, parce que j'ai senti que c'était le genre de la maison, tu vois. Donc c'est cool, on s'entend bien, on s'entend très bien. Et ouais, je suis super contente de les avoir retrouvés à eux. Ouais, et là, du coup, tu nous parlais du début du parcours, donc la première maison de disques dans laquelle tu as signé avant The Voice. Là, c'est toi qui démarchais à ce moment-là en envoyant un peu des maquettes, ou est-ce que c'est eux qui t'ont repéré et qui sont venus te chercher ? Alors, c'est mon manager. J'ai trouvé mon manager dans un des premiers concours de chant que j'ai fait. Et il m'a suivi jusque-là, il est toujours avec moi aujourd'hui. Et donc, au tout départ, ouais, il m'avait conseillé de commencer à écrire des chansons. Alors, vu que, toujours avec ma timidité, hein, c'était pas ultra simple, mais ça m'a vraiment aidée. Et ouais, avec ses premières chansons, il a commencé à démarcher du coup des labels, et puis il m'a fait signer chez Playtoo. Oui, t'as pu être entourée en fait assez rapidement de professionnels en fait. Exactement. Et puis c'était bien cool, c'était une première expérience avec le monde de la musique professionnelle en tout cas. Donc c'est cool, j'ai aussi appris beaucoup de choses de par ça. Et du coup, si ça a été assez vite une évidence, la musique, t'as jamais pensé finalement à rester dans l'art du cirque, toi aussi, comme ta famille ? Alors, pas du tout, parce que comme je te dis, ça s'est arrêté à l'époque de mes grands-parents, donc mes parents n'en ont pas fait. Enfin, mon père en tout cas, parce que ma mère était pas dans le monde du cirque, mais moi, j'ai pas connu ça malheureusement, je l'ai jamais vu, j'aurais bien aimé. Oui. Mais non, c'est vrai qu'on a gardé la mentalité pour le coup de rester toujours en famille, de faire de la musique et tout. Mais non, je suis très mauvaise en tant que circassienne. J'ai essayé toute ma vie de faire la roue, ça n'a pas fonctionné. Ah oui. Ouais, non. Ça aurait pas trop marché. Ça aurait pas fonctionné. Non. Ça aurait été compliqué. Oui, du coup, c'est bien. Et du coup, dans ta famille, outre la guitare, c'est le fait de faire de la musique pour le plaisir, il n'y a pas d'autres personnes qui est musicien de métier ? Alors, de métier, non.
Non, c'est vraiment pour le plaisir. J'ai mon frère qui faisait de la musique électronique. Il a arrêté un peu parce que c'était un loisir et qu'il s'est consacré ensuite à son travail. Mais après, ouais, on est beaucoup dans ma famille à jouer de la guitare, à chanter. Mais pour le coup, il y a que moi qui a décidé de faire ça de manière professionnelle. Et la guitare, là, comment ça se passe? Donc, tu me dis que tu avais appris en regardant ton cousin, ton grand-père. Est-ce qu'ils t'ont aidé un peu à faire... Enfin, ils t'ont donné des cours ou t'as pris des cours ailleurs? Comment t'as appris tout ça? Moi, c'était pas vraiment des cours, ils m'ont plus montré, voilà, tu mets tes doigts ici, tu fais comme ça. Et puis, et je pense que c'est un peu le meilleur apprentissage finalement que de prendre des cours. J'ai essayé un peu plus tard de prendre des cours parce que une fois que je savais jouer, parce que j'étais curieuse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop parce que c'était un peu trop encadré, tu vois. Et c'est cool d'apprendre seul en autodidacte comme j'ai fait parce que bah, on apprend avec notre propre manière et du coup, on a notre propre style. Ouais. Et ouais, c'est un peu ça que je préfère dans cette manière d'apprendre-là. Et là, aujourd'hui, pour composer, tu pars de la guitare ou tu pars d'autres instruments pour... Enfin, est-ce que tu as une manière de faire quand tu composes? Alors, j'ai longtemps commencé par la guitare parce que j'avais que ça. Et puis, un peu plus tard, je me suis créé un petit home studio chez moi qui a grandi au fil du temps. Et puis, j'ai appris aussi le piano. Donc, aujourd'hui, mes compos peuvent démarrer soit de la guitare, soit du piano, ou soit de... n'importe quoi finalement. Je commence à faire un petit peu de production aussi, donc ça peut partir d'un son électronique. Enfin voilà, c'est ce qui est vraiment cool quand on commence à travailler un peu sur des logiciels, c'est que tout est possible finalement. Et l'écriture des textes, est-ce que ça t'a fait du bien finalement d'écrire ou est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que tu ressens quand t'écris? Alors ça a mis longtemps avant de venir vraiment. J'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans. Alors au départ, j'écrivais en anglais parce que je pense qu'inconsciemment, je voulais pas écrire en français pour pas qu'on comprenne ce que je disais. Alors sur le coup, je sais pas si j'en avais conscience ou pas, mais c'était, je pense qu'avec le recul... Je pense que ça fait une barrière, ouais. C'était la vraie raison, ouais. Et puis j'ai commencé à écrire en français parce que c'est vrai que quand on sort des musiques en France, il y a ce qu'on appelle pour les radios un quota radio. Et c'est vrai que eux, ils ont. Si tu chantes en anglais, en fait, t'es directement en concurrence avec des Justin Bieber, des Rihanna, tout ça. Alors que si tu chantes en français, c'est quand même plus facile pour te passer, vu qu'eux, ils ont un quota, ils doivent faire 50% de français, 50% d'anglais. C'est quand même plus simple. Donc c'est pour ça, finalement, que j'ai commencé à écrire en français. C'était pas très fameux au début, je dois l'avouer. Mais plus tard, avec le travail, j'ai commencé à écrire des choses qui me plaisaient plus. Et ça fait, je pense, ça fait à peu près 2 ans que j'écris des choses qui sont bien moi et que je kiffe écrire, quoi. Et là, ton EP, donc ce sera que des chansons que tu as vraiment écrites toi-même du début à la fin? Il n'y a personne d'autre qui a intervenu dessus? Alors pour l'instant, aujourd'hui, toutes les chansons que j'ai sorties, c'est moi qui ai composé et écrit. Et puis j'ai eu d'autres artistes avec moi pour la production. L'EP, comme je t'ai dit, il n'est pas terminé. Donc je sais qu'il y a des chansons dessus où c'est moi qui a composé et écrit entièrement. Mais après, je suis pas fermée. Là, par exemple, dans 3 semaines, je pars faire un writing camp en Allemagne. Donc pour trouver des chansons, enfin pour faire des chansons pour moi, pour faire des chansons pour d'autres. Et il n'est pas impossible que je travaille avec d'autres compositeurs et que j'aime bien la chanson et que j'ai envie de la mettre sur mon EP, tu vois. Donc je suis pas fermée à ça, je travaille des 2 manières. Et du coup, comment ça se passe, ces séminaires d'écriture-là que tu fais un peu? Donc là, par exemple, en Allemagne, t'en as déjà fait? Alors, j'en ai déjà fait et franchement, c'est vraiment cool parce que déjà, on rencontre d'autres artistes, soit français, soit d'autres, complètement d'autres langues et d'autres manières de créer. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en général, alors ça dépend, ça peut durer 2 jours comme 3 jours comme 1 semaine. Là, pour le coup, c'est 1 semaine. Et c'est-à-dire que du matin au soir, on est dans un studio avec une équipe et on doit créer une chanson de zéro. Et voilà, à la fin de la journée, on doit logiquement l'avoir terminée. Et puis les jours d'après, on est dans d'autres studios, enfin dans les mêmes studios comme avec d'autres équipes. C'est-à-dire qu'on switch les équipes et on voit ce qu'il en sort. Et puis à la fin de la semaine ou des 3 jours, on se pose et puis on écoute toutes les chansons qui ont été créées pendant le séminaire. Donc non, ça c'est vraiment très très cool. C'est hyper productif. Ouais, non, c'est génial. Moi j'adore faire ce genre de choses. Et tu les trouves comment, ça? C'est ton manager qui t'en parle de ces séminaires-là?
Alors, mon manager, ça peut être aussi, là, pour celui en Allemagne, c'est ma maison de disques qui m'en a parlé. Et ouais, en général, ça vient d'eux. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, toi, quand t'es arrivé dans ce milieu, quelque chose que tu voyais pas quand plus jeune, tu regardais des interviews d'artistes ou je ne sais pas. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise et que t'as découvert sur le tas? Bah, en vrai, il y a tellement de choses que j'ai découvert parce que moi, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, j'avais jamais fait d'école de musique ou de quoi que ce soit. Je n'y connaissais rien du tout. Tout ce que je savais, je l'avais appris toute seule ou sur YouTube. Donc, j'ai appris un nombre de choses complètement incroyables. Ne serait-ce que de me mettre dans un studio avec quelqu'un et de regarder comment il produit, comment il mixe les voix, comment les gens composent. Donc, j'ai tout appris vraiment, vraiment sur le tas, pour le coup. Et à quel moment t'as réussi à te dire c'est bon, là, c'est mon métier, ça marche? Enfin, Bah, honnêtement, je sais pas si j'ai vraiment eu cette réflexion parce que bizarrement, je me suis jamais posé la question de si j'avais envie de faire autre chose. C'est venu tellement, comme je te dis, c'est mon père qui m'a emmené dans mon premier concours de chant. Et après, les choses se sont enchaînées tellement naturellement que je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si j'avais envie de faire autre chose parce que la vérité, c'est que non. Je veux dire, il y a plein d'autres choses que j'aime faire, mais la musique, je sais que c'est ça que je veux faire. ouais, en fait, ça a marché. En plus, enfin, petit à petit, ça a marché. Ça t'a commencé jeune, Ouais, t'as bah, enchaîné les je peux pas dire que expériences. ça a marché pour l'instant, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu tellement de choses qui se passaient que j'avais l'impression de monter des escaliers à chaque fois, tu vois. Donc t'as pas envie de tourner le dos à ça et de rentrer chez toi, tout simplement. Parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, des choses qui tournent autour de moi et qui m'apportent de nouvelles choses. Donc, et c'est toujours super intéressant. Et le côté médiatique, c'est pas compliqué à gérer quand ça arrive, par exemple, tôt, quand tu fais The Voice. T'as pas eu cette peur-là un petit peu de l'exposition? Tu savais Alors, à quoi t'attendre? ouais, si honnêtement, j'avais un peu peur et je pense que j'ai eu raison d'avoir peur parce que c'est vrai que quand t'arrives dans un truc comme The Voice et que tu vas faire des interviews ou que tu chantes ta chanson, tu sais que ça va être vu par des millions de personnes. Et ça, c'est un stress quand même qui est énorme parce que ces gens-là, tu sais qu'ils te connaissent pas. Tu sais qu'ils vont te juger volontairement ou involontairement. Quand tu vois quelqu'un à la télé qui parle, tu le juges. Enfin, c'est pas que tu le juges, mais c'est que t'as une appréciation de cette personne-là. Tu te dis, ouais, elle est comme ci ou elle est comme ça. Et moi, j'avais vraiment très peur d'être mal jugée, enfin d'être jugée pour ce que je suis pas, suivant une phrase que j'avais dite ou une tête que j'avais faite, tu vois. Et, et il s'est avéré que oui, parce que j'étais tellement stressée que dans mes interviews, j'étais pas vraiment moi-même. Je faisais attention justement de pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça qui a fait que j'ai pas passé pour quelqu'un de comme moi-même, parce que je me suis empêchée de dire des choses et j'étais pas hyper naturelle, tu vois. Et pareil pour ma prestation, j'étais tellement stressée que moi je suis pas contente de la prestation que j'ai faite. Après, j'ai eu la chance que les coachs se retournent, Jennifer et Julien Clerc. Mais c'est vrai que en étant sur la scène et en chantant vers la fin de la chanson, parce qu'ils sont retournés en plus à la dernière seconde, j'y croyais plus du tout. Je me suis dit, oui, ça y est, c'est bon, c'est foutu. Mais quand tu sors de cette émission, par contre, enfin, c'est comme ce qu'on discutait juste avant le podcast, du coup, quand tu te trompes sur un truc, ça t'apprend des choses. Donc ça, c'est bien. C'est pour ça que je suis super contente de l'avoir fait. Ça m'a appris des tas de choses, The Voice. Oui, si c'était à refaire, tu le referais à ce moment-là de ta carrière? Peut-être, pourquoi pas. J'ai eu une demande pour faire le casting de The Voice All Star. Ouais. Alors après, avec mon équipe, on a décidé de pas le faire parce que c'est un concours et puis tu vas toujours être jugé. Et puis honnêtement, c'est pas trop mon truc, le fait de concourir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis pas trop dans cet esprit-là pour moi, surtout par rapport à la musique. Enfin, j'ai du mal à imaginer que des personnes dans la créativité puissent concourir, tu vois. C'est pas comme si c'était un sport où la personne qui va courir le plus loin, bon, elle a gagné. Là, c'est un concours de créativité. Et moi, j'ai du mal à mettre ça sur une échelle et à dire, lui, il est meilleur que Oui, puis c'est vrai que c'est des univers qui sont tellement différents. C'est ça. C'est une très belle émission. Mais c'est ouais. que Ah non, mais j'adore cette émission, mais c'est vrai que moi, Tu- par rapport à ma personnalité, je me voyais pas la refaire. Ouais, je vois. Oui, puis le All-Star, c'est encore différent. C'est là, on te découvre plus, on te compare à ce que tu faisais il y a quelques années. Ouais. C'est forcément quelque chose d'assez différent. Ouais.
Et au niveau des rencontres, du coup, là, aujourd'hui, t'es amené aussi à collaborer avec d'autres artistes, j'imagine? Alors ouais, pas mal. J'ai commencé mes premières collaborations finalement assez tôt. Récemment, j'ai fait une collab avec Keymotion, qui est un groupe de deux frères. Donc l'un est à Paris, l'autre est à New York. Ils font beaucoup de musique de film. Et puis à côté, ils ont leur projet Keymotion, qui est un groupe plutôt électronique de DJ, qui est assez cool d'ailleurs. Donc si vous m'écoutez, vous pouvez aller les voir. Et puis ouais, ils ont commencé à m'envoyer des instrus qu'eux avaient faites pour me demander donc une top line, c'est une mélodie de chant et puis des paroles, et puis voir si on pouvait faire une collab là-dessus. On en a fait quelques-uns, et dont une qui s'appelle Oulalala. Et ils m'ont appelé quelques temps plus tard en me disant que la chanson avait été prise pour faire la BO du documentaire Les Rois de l'arnaque sur Netflix. Ah oui. Donc ça, c'était énorme. C'est fou. C'était trop bien, j'étais trop contente. Et du coup, la chanson est sortie aussi sur leur label à eux quelques temps plus tard. Et là, d'ailleurs, on va sortir la version orchestrale, parce que eux, comme je te dis, ils font beaucoup de musique de film, donc ils sont très très forts dans les versions orchestrales. Donc on a fait une version orchestrale de Oulalala. Et là, le titre avec le clip sort le 4 mars. C'est chouette, ça. C'est trop bien. Et puis à côté de ça, j'ai aussi une collab avec Kadé Bostani qui arrive, qui est un artiste suisse que j'aime beaucoup. Et du coup, il m'a connue par rapport à Oulalala dans le documentaire. En fait, il a regardé le documentaire, il a entendu la chanson à la fin. Et puis tu sais, comme il y a les copyrights à la fin, il m'a contactée. Et puis j'ai été chez lui en Suisse, on a fait quelques titres. Et ça va sortir bientôt aussi. C'est chouette. Et ça te plaît, ça, de faire des musiques de film, donc de pas faire des musiques pour toi, mais pour servir du coup un propos? J'adore ça, vraiment. C'est très très intéressant. Et pour moi, c'est peut-être aussi un peu moins prise de tête, parce que quand on écrit des chansons pour soi, enfin en tout cas moi, je sais que je suis sévère avec moi-même, tu vois, je veux faire un truc bien, et je me demande à chaque fois, est-ce que ce que j'ai dit là, c'était bien? Est-ce que je peux pas écrire un truc mieux? Quand t'écris pour d'autres personnes, je trouve que t'as moins cette pression-là. Ouais, puis quand t'écris pour toi, tu mets un peu ton cœur sur la table aussi. Voilà, tu parles de ce que tu ressens, c'est hyper intime. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire pour d'autres personnes, pour d'autres projets, parce que c'est plus léger, tu vois ce que je veux dire, enfin en tout cas pour moi. Mais ouais, je kiffe faire ça. Et j'ai aussi un titre avec Tariq qu'on a écrit ici dans mon petit home studio. Tariq de The Voice, du coup. Tu l'as vu sur scène? Ouais, parce que j'étais venue à son concert et du coup je vous avais vu le chanter sur scène. Ah, trop bien, je savais pas que t'étais là. Ouais. Donc écoutez-le parce que du coup il est cool. Quand il sortira, ça va être chouette. Ouais, il est chiant, mais du coup ouais, on l'a fait ici, ça s'est fait très vite. La veille, il m'a envoyé un message en me disant on discutait de qu'est-ce qu'on avait envie d'écrire, tu vois, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme titre. Il m'a envoyé quelques références, quelques exemples, donc j'ai commencé une petite instru, et puis le lendemain il est venu là, on a écrit le titre, et c'était trop bien, tu vois, j'adore écrire des chansons. Bon là pour le coup c'est pas un titre qui est que pour lui, c'est un feat, mais c'est un titre qui est pour son projet, donc j'adore me mettre dans la peau d'autres artistes et d'écrire pour eux, tu vois ce que je veux dire, parce que forcément quand tu composes, enfin si je compose pour moi, ou si je compose pour quelqu'un, pour un projet comme celui de Tariq, je vais pas faire la même chose, parce que c'est comme exercice, c'est assez intéressant. Et puis là, c'est un super exercice parce que c'est des univers qui sont très, très différents. Vos univers à tous les deux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se mettre... parce que je savais que ça allait être un feat. Donc il faut se mettre entre lui et moi, entre mon univers et le sien, tu vois ce que je veux dire? Parce que forcément, si c'est tout lui, moi j'ai rien à faire sur le titre. Si c'est tout moi, c'est pareil pour lui. Donc ce qui est intéressant, c'est de se mettre entre les deux mondes, tu vois? Ouais, puis faire de la musique avec ses copains, c'est super. Ah bah c'est trop bien, c'est trop bien. Je pense que c'est un peu les métiers que tout le monde aimerait... des conditions de travail que tout le monde aimerait vivre, quoi. Ah bah ouais, c'est sûr. On a plus l'impression de boire un verre entre potes que de faire de la musique, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça qui est cool. Tu le vois pas tant comme un métier. Enfin, il y a des moments où ça doit être... Il y a des moments où oui, où on va plus se prendre la tête parce qu'on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut ou à faire ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'en général, là par exemple, la journée où Tariq est venu au studio, c'était juste cool, tu vois, on a mangé, on a rigolé, on a écrit un truc, et voilà. On n'avait pas non plus de pression de se dire est-ce que ça va être un titre bien, est-ce qu'on va le sortir, est-ce que c'était juste pour faire de la musique, tu vois. Et c'est marrant parce qu'au bout d'un moment ça devient normal le soir de dire tiens je viens d'écrire une chanson. Ouais c'est vrai. C'était de l'extérieur, c'est pas naturel du tout. Ouais peut-être, mais après c'est vrai que ça fait des années que
que j'écris des chansons en vrai. Donc après, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui vient assez naturellement. Ouais, puis ça vient progressivement, en fait. C'est pas du jour au lendemain où tu te mets à faire des chansons, quoi. Non, c'est vrai qu'au départ, c'est moins récurrent. Après, en vrai, c'est pas forcément plus récurrent, tu vois. Moi, j'ai des moments où je suis très productive, où j'écris beaucoup, et j'ai des moments où j'ai pas d'idée, et c'est ultra frustrant, tu vois. Parce que ce qui est dur avec la musique, c'est que c'est pas un métier où tu sais ce que tu dois faire. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? y a pas de règle. C'est pas t'arrives le matin et tu sais le travail que t'as à faire et voilà. Non, là, c'est-à-dire que tous les jours, il faut que c'est de la créativité. Donc si t'as pas d'idée, bah t'as pas d'idée. Ouais, c'est des périodes où tu peux te voter un peu aussi. Ah bah complètement. C'est la moitié du temps, c'est ça. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est super frustrant. Des fois, en fait, ce qui est frustrant, c'est que j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois, j'ai pas forcément en tête d'écrire une chanson ou j'ai pas forcément d'idée. Et il y a un truc qui vient et je m'assieds avec une guitare ou un piano et ça vient super rapidement. Et des fois, je me dis, tiens, j'ai envie d'écrire une chanson là-dessus. Et là, j'en suis incapable. Et j'ai la petite voix dans ma tête qui me dit non, c'est pas tout, non, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi. Tu vois, donc ouais, c'est assez frustrant de dire qu'on gère pas ça du tout en fait. C'est on doit le laisser venir, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, tu peux rien faire pour le faire venir. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Oui, puis pareil, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais t'as aussi cette frustration quand t'as un projet où tu te dis c'est génial et que finalement bah, c'est pas celui qui marche, il marche moins bien qu'un que tu voyais moins. Ouais, mais ça c'est un truc qui arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'en général, on se dit ouais, cette chanson-là, c'est un single ou c'est celle qui peut le plus marcher, puis finalement tu te rends compte que c'est celle d'à côté à laquelle t'avais pas pensé, qui fonctionne le mieux. Ça, c'est le rapport au public, c'est eux qui décident, tu vois. Et c'est pas toujours les choix que le label ou l'équipe a pensé en premier, et tant mieux d'ailleurs, tu vois. Oui, bah, c'est aussi la beauté de ça, c'est que c'est le public qui valide, quoi. C'est ça. Bah, je pense que c'est pour tout le monde pareil. En vrai, on a tous un artiste qu'on adore et dans l'album, il y a une chanson qui a été un énorme single et finalement, nous, ce qu'on préfère, c'est une chanson de fin d'album, tu vois. Ouais, moi, je sais que ça me fait ça souvent. C'est une chanson qui n'a pas du tout été un single, qui n'a pas passé en radio forcément, mais c'est la chanson que nous, on préfère parce que c'est celle qui nous touche le plus. Oui, c'est ça, parce qu'au final, le single, c'est justement pour essayer de passer en radio, d'avoir de la visibilité, voilà. Mais au final, c'est pas forcément celle que toi, t'aurais aimé écouter, quoi. Exactement. D'où l'intérêt d'écouter les albums en entier. Ouais, c'est sûr. Et là, du coup, comment ça se passe? T'as repris aussi les scènes, les tournées, les concerts ou pas trop? Alors, pour l'instant, non, parce que comme je te dis, je travaille mon album et j'ai pour l'instant pas très envie de recommencer à faire des scènes parce que... Enfin, je travaille pas mon album, pardon, c'est mon EP. J'ai du mal. et du coup, j'ai pas envie forcément de jouer des chansons qui datent un peu, tu vois. Je voudrais revenir avec des choses nouvelles. Donc je laisse un petit peu de temps passer. J'ai fait quelques scènes il y a quelques semaines, quelques mois. Mais j'ai pas envie de me concentrer là-dessus pour l'instant. J'ai vraiment envie de me concentrer sur ma musique. Et une fois que j'aurai des choses nouvelles et que j'aurai envie de le partager, là je voudrais faire des scènes, ouais. En tout cas, sur scène, c'est vraiment un endroit où tu te sens bien, ou au final, t'es mieux dans ton studio, tu préfères genre produire? C'est une question compliquée en vrai parce que la scène c'est toujours un challenge, tu sais. Moi je stresse beaucoup avant et au tout début et puis ensuite quand je suis dessus et que je joue c'est trop bien. Mais après t'as toujours ce stress de te dire parce que moi sur scène je gère plein de choses, c'est-à-dire que j'ai une guitare, j'ai un piano, j'ai un séquenceur et tu vois je me complique la tâche finalement parce que je suis un peu comme ça, je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Et t'as toujours peur de te tromper ou de mal lancer un truc donc... Mais c'est trop bien d'avoir les gens qui viennent te voir après et te dire « Ah, j'ai kiffé cette chanson ». C'est ce qui est le plus important finalement, tu fais de la musique pour les gens. Donc moi, je vais te dire « Ouais, j'adore être dans ma petite taverne et créer des chansons parce que personne n'écoute et il y a que moi qui écoute, tu vois. » Mais le but de ça, c'est de te faire écouter. Donc... Oui, et finalement, cet échange avec le public, ça remplace... Même si tu peux l'avoir quand même par les réseaux sociaux et tout, c'est différent, c'est quand bien même, sûr. c'est pas la même chaleur. C'est différent. C'est différent. Et puis les titres en live sont super intéressants aussi parce que c'est jamais la même version exactement qu'on peut écouter sur les plateformes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de retravailler les titres pour faire des versions différentes. Et aujourd'hui, tenir donc ta chaîne YouTube, tes réseaux et tout ça, ça c'est arrivé aussi... Ça te paraît assez naturel de le faire ou c'est vraiment une partie de ton travail que tu fais? Ouais, non, sur Instagram,
Bah, j'ai jamais vraiment réfléchi. Je crois que je poste comme si c'était un compte privé, en fait, tu vois. Et ouais, je crois que les gens apprécient parce que c'est vrai que je me prends pas du tout la tête à dire ouais, cette photo-là, non. Non, j'y réfléchis pas, franchement. Tu Oui, vois? du coup, t'en as pas fait quelque chose d'anxiogène ou de nécessaire pour ta carrière. Non, non, honnêtement, non. C'est bien ça. Ouais, ouais, c'est cool. Et pour toi, c'est quoi la plus grande richesse du métier de musicien? La plus grande richesse du métier de musicien, c'est un peu con, mais je vais te dire faire de la musique parce que ouais, c'est ça. C'est dire des choses dans des textes, écrire des chansons qui vont toucher des gens. Moi, la plus belle récompense que je peux avoir, c'est quand je reçois un DM Insta et qu'on me dit cette chanson, je l'adore, ça m'a touché, ça m'aide par rapport à ça ou à ça. Tu vois, c'est fou de se dire j'aide des gens. À la base, j'ai pas pensé à aider des gens, je voulais faire de la musique, tu vois, mais t'as des gens qui viennent en disant cette musique-là elle m'a fait du bien. Et c'est tout con, Mm. mais c'est fou, parce que tout le monde sait ce que c'est d'écouter une musique et d'être touché par cette chanson-là et de se dire ah, c'est vrai que ça me touche parce que c'est ce que je ressens aujourd'hui ou c'est ce qui m'arrive. Et là, de se dire que c'est moi qui ai écrit une chanson qui fait ressentir ça à quelqu'un, ouais, je crois que c'est ça le plus grand retour que je peux avoir. C'est fou de se dire qu'en faisant quelque chose qui te fait du bien à toi, en écrivant une chanson qui te fait du bien à toi, tu peux aider des gens qui ressentent la même chose que toi. Bah ouais, c'est vrai que c'est fou. Et puis, le truc, c'est que quand j'écris une chanson, finalement, je pense que j'écris souvent à propos de sentiments qui sont un peu généraux, tu vois. Mm. Parce que je suis jeune, il y a plein de gens qui sont jeunes sur la planète et je pense que on est sujet à ressentir plus ou moins les mêmes choses. Tu vois, c'est un peu des trucs générationnels et c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire là-dessus. Parce que je me dis, j'espère qu'il y a des gens qui vont connecter. C'est vrai que, ouais, j'écris ces chansons parce que peut-être que moi-même, finalement, j'ai besoin de les écouter, tu vois. Ouais. Oui, c'est ça qui est fou. C'est que tu es passé par... c'est ton moyen d'expression. Exactement. C'est un peu une thérapie d'écrire sur ces sujets-là, quoi. Complètement. Je sais pas si ça me fait du bien ou si ça, si ça m'aide pas, mais ouais. Ouais, mais c'est vrai que je pense que c'est... que ce soit la chanson ou autre, mais c'est vrai que l'art peut t'apporter ça. Enfin, faire quelque chose, faire du théâtre, Mhm. écrire des films, écrire des chansons, faire de la musique, ça peut te permettre de sortir des émotions sur lesquelles tu es incapable de mettre des mots ou Bah sur bien lesquelles tu sûr. n'oses pas forcément en Bah fait ça, mettre des ça, mots. ça permet d'extérioriser. Il y a des trucs que je dis en chanson que j'aurais pas forcément dit en parlant avec quelqu'un, tu vois. Ouais. Et pourtant, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter, donc c'est un peu bête, mais c'est un autre format, donc on se permet plus de choses. Ouais, parce que j'ai l'impression que les chansons qui nous touchent le plus, c'est des sujets qui en effet nous parlent, mais dont on parle pas forcément nous. Enfin, je sais pas si tu as ce sentiment-là. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, parce qu'il y a peut-être des sujets qui sont plus difficiles à aborder dans une conversation lambda, tu Mhm. vois. Alors qu'on se permet de les écrire en chanson parce que, encore une fois, bah, c'est un autre format, donc c'est pas pris pareil. Et c'est vrai, c'est cool pour les artistes, en fait, de pouvoir extérioriser des choses qu'on peut faire pratiquement que par l'art, tu vois. Et les clips, c'est toi qui les imagines ou c'est ça, tu le laisses vraiment à une équipe, à des réalisateurs et tout ça? Alors ça dépend. Ça dépend. Mon clip, Quand est-ce que ça s'arrête, par exemple, le dernier, on l'a imaginé avec mon équipe. Moi, j'étais directrice artistique sur le clip parce que j'avais bien en tête ce que j'avais envie d'exprimer sur le clip. Mais il y a d'autres clips où on me propose des choses et où je trouve ça trop bien, tu vois. Donc ça dépend. Ça dépend. Après, j'aime bien être impliquée dans tout ce qui concerne mon environnement artistique parce que je me verrais pas faire quelque chose qui me ressemble pas, tu vois. Donc en général, même si on me propose une idée de clip qui est géniale, un scénario, tout ça, euh, je m'implique au maximum que je peux m'impliquer, même si c'est pour trouver des tenues aux figurants, tu vois, ça va jusque-là. Ouais, vraiment, je veux toujours apporter ma vision parce que je veux pas sortir des choses qui ressemblent à quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, ça te permet de faire au final plein de métiers différents, enfin plus encore qu'auteur, Ouais. compositeur, interprète, c'est que tu as tout ce panel-là aussi au niveau de l'image et tout, quoi. Ouais, bah en vrai, il y a beaucoup de choses que j'aime et comme je te dis, la musique, c'est vraiment ma ligne rouge. Mais il y a plein de choses à côté que j'adore faire. La photographie, j'ai un compte un peu à part où je poste des photos que j'ai prises. Je voudrais aussi pouvoir diriger des clips un peu plus tard, tu vois.
Enfin, j'ai beaucoup de projets et c'est vrai que c'est cool avec l'artistique, c'est qu'on se limite pas à un seul truc, tu vois. Et si tu devais te donner, si un jeune nous écoute et commence, chante pour l'instant, justement, pour ses parents et tout ça, et sait pas comment se lancer, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil pour commencer? Bah honnêtement, je pense que en ayant regardé un peu les parcours de tout le monde, parce qu'on s'intéresse souvent à ça, je pense que ce qui revient à chaque fois, c'est que chacun a eu un parcours différent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai commencé par faire des concours et puis je me suis fait remarquer comme ça. Mais pour d'autres, ils ont posté des vidéos sur YouTube et ils se sont fait remarquer comme ça. Et il y a tellement de choses différentes. Je pense que chacun a son propre chemin. Il faut surtout pas essayer d'imiter le chemin de quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'est pas quelqu'un d'autre, on est nous. Et on a un chemin qui est pour nous et il faut rester dans ce chemin-là. Moi, je pense que c'est ce qui est le plus important. Et c'est pas trop dur de pas se perdre en chemin quand tu commences à être entouré, à faire des projets différents? Il faut avoir une bonne équipe autour de nous. Il faut savoir aussi ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et j'ai la chance d'être très très bien entourée, que ce soit par ma famille ou par mon équipe, mon label, mon manager. Donc ça, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Il faut faire très attention à ça, de pas être mal entouré. Ça peut souvent arriver dans ce milieu. Donc ça, je pense que faut faire très très gaffe parce que ça peut vite, je vais pas dire tourner mal, mais je veux dire ça peut vite aller dans un sens où tu veux pas aller. Donc ça, c'est un truc vraiment à gérer, ouais. Oui, il faut réussir aussi à garder la tête froide quand tu vois les noms des labels qui t'approchent et vraiment regarder là où tu seras le mieux et pas celui qui brille le plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai fait le choix de signer dans un label indépendant qui monte progressivement et qui a des artistes incroyables. Mais c'est vrai que, je sais pas, peut-être si ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait eu cette proposition-là, et puis une proposition d'un gros label comme Sony à côté, il aurait choisi Sony. Moi, je l'aurais pas fait. Parce que pour moi, ce qui compte le plus, c'est l'humain, tu vois. Quand tu te sens bien avec une équipe, avec des gens, avec une manière de penser, c'est là où il faut aller. Faut pas se laisser attraper par les paillettes et tout ça, parce que c'est souvent qu'une façade. Oui, ça c'est vrai que tu as la chance là-dessus d'avoir justement un manager aussi qui, j'imagine, a la même manière de penser et t'encourage pas à faire des choses que t'as pas envie de faire, quoi. Exactement. Ça doit en effet pas toujours être le cas. Mm. Et toi, tu conseilles toujours justement de composer soi-même et de pas attendre, de pas essayer de signer avec d'autres personnes Enfin, de pas essayer de signer dans un label où on t'écrit des chansons. Est-ce que ça doit être plus dur peut-être de percer, entre guillemets? Après, comme je te dis, je pense que chacun Ouais. a son chemin et doit faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je connais des artistes que j'adore, qui sont pas forcément des auteurs-compositeurs, tu vois, et qui aiment bien simplement interpréter les chansons, et c'est très cool aussi. Après, c'est sûr que quand on écrit et quand on compose nos chansons, bah, c'est nous, tu vois. Alors après, ça peut être plus dur de trouver des auteurs-compositeurs qui font des chansons qu'on a envie de chanter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'ils nous connaissent pas aussi bien que nous-mêmes on se connaît. Mais après, t'as des artistes, des chanteurs incroyables qui n'ont pas forcément envie d'écrire ou de composer. Je sais pas, je pense à Céline Dion. Je crois qu'elle a jamais écrit ou composé une chanson de sa vie. Pourtant, c'est Céline Dion. Tu vois? Pourtant, on la connaît quand même. Voilà. Donc après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire, simplement. Ouais, moi, je me disais, pour démarrer, tu vois, au moins, ça t'a quand même permis, du coup, de démarrer toute seule sans... Ouais, T'aurais pu démarrer sans label, quoi. C'est sûr, ça m'a aidé. Et puis c'est toujours une valeur ajoutée. En réalité, je sais pas si j'aurais signé avec mon label si je savais pas composer ni écrire. Parce que je sais que c'est ça qui les a interpellés aussi, tu vois. Et est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné à un moment donné qui t'a marqué? Une phrase qui t'a marqué ou une rencontre qui a marqué ta carrière? Je sais pas si on a une vraiment. Je sais qu'il y a une phrase qui m'a marquée. C'était pas forcément un conseil, mais c'était plutôt un moment où je me suis dit ok, c'est bon, je reste là. Tu vois, c'est quand j'ai fait ma deuxième rencontre avec Camaro. Et du coup, il me parlait de comment ça fonctionnait lui dans son label. Parce que moi, j'avais une expérience avec un premier label. Là, c'était un label différent. Et puis, il y en a beaucoup qui fonctionnent différemment, qui ont différentes mentalités surtout. Et il m'a dit un truc où je me suis dit, ok, c'est bon, je reste là, je bouge plus. Il m'a dit, nous, on est juste là pour faire en sorte que tu puisses apparaître aussi folle que tu as envie de l'être. Et ça, ça m'a fait du bien. Parce que dans le label où j'étais avant, moi j'étais un peu plus jeune aussi, tu vois, mais c'était un label un peu plus gros, pour le coup.
Et justement, ils avaient comment dire, une manière de faire une approche un peu plus carrée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, fallait pas trop. On avait peur quand ça dépassait un peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, on me dit, vas-y, va au bout de ton truc. Écoute pas s'il y a des gens qui te disent ça ou ça. Si t'as envie de faire ça, tu fais ça. Tu vois? Ouais, c'est le soi toi-même en fait. Bah, c'est ça, c'est laisser libre cours à la créativité. Parce que je pense que la pire chose pour un artiste, c'est d'être mis dans une boîte et de se dire non, tu peux pas faire ça. C'est la pire chose parce qu'un artiste, c'est un créatif. Et il a besoin de faire ce que je ne sais pas quoi lui dit de faire, mais ça lui dit de le faire, tu vois ce que je veux dire? Oui, puis en plus, le plus beau cadeau que tu puisses faire au public, c'est de lui offrir quelque chose de sincère, quoi. Bah, exactement. Donc c'est dommage de pas être soi. Exactement. Mais c'est vrai que oui, tu peux le perdre justement avec l'image à renvoyer ou l'image qu'on peut te demander de renvoyer. Tu perds finalement assez rapidement ça, quoi. Exactement, mais c'est pour ça que, comme je te dis, je suis contente de tout ce que j'ai fait dans mon parcours parce que ça m'a appris des choses, tu vois. Je sais que tous les labels fonctionnent pas pareil et je suis contente d'avoir trouvé une équipe qui résonnait bien avec moi, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est vrai que c'est ça. Enfin, on parlait il y a un instant des jeunes artistes qui se lancent et tout ça, faut faire très gaffe à ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a des labels qui vont avoir envie de vous mettre dans des cases. Et ça va jusqu'à ouais non tu dois porter ça, tu peux pas porter ça, faut que tu portes ça, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, carrément. Et quand t'es jeune, enfin aujourd'hui j'ai 21 ans, on me dirait ça, je le prendrais pas de la même manière, tu vois, t'as de quoi répondre, mais quand tu signes dans un premier label, que t'as 15-16 ans, déjà t'as pas envie de te foutre mal avec eux en quelque sorte parce que c'est ton premier pied dans le métier et tu te dis ah ouais mais si je me mets ces gens-là à dos, j'ai pas de contrat, tu vois, donc t'as peur. Mais finalement, je pense que le plus important, c'est de rester toi-même. Donc, quitte à pas faire plaisir toujours aux gens, il faut savoir rester toi-même et te battre pour être toi, tout simplement. On n'a pas le droit de te changer. Ouais, c'est clair. Puis c'est vrai qu'en plus, oui, c'est vraiment une bataille parce que t'as d'un côté, en plus, le public qui, des fois, peut... J'imagine que t'as pas toujours que des retours adorables, il faut aussi... Bah bien sûr, ça c'est partout pareil. Faut aussi réussir à combiner avec ça, avec les attentes du label, avec toi aussi, les passages de ta vie privée aussi qui peuvent t'impacter plus ou moins. Et c'est un sacré équilibre à trouver, quoi. Bah ouais, carrément. Il y a une question que je pose toujours à la fin du podcast, c'est si toi, là, tu devais parler au toi enfant, juste avant de monter sur scène dans ton premier concours de chant, qu'est-ce que tu te dirais? Je lui dirais fais-le, je crois. Parce que, comme je te dis, je suis assez... je sais pas si on peut dire superstitieuse, mais je pense que chaque être humain, il a son chemin qui est quand même plus ou moins tracé, tu vois. Et ce qui arrive, même si ça nous fait du mal sur le coup, c'est amené à nous faire du bien plus tard, parce qu'on apprend, on comprend des choses. Donc je crois même pas que j'aurais envie de lui dire t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'arriveras ici et ici et ça je te dirai pas, je la laisserai faire ses conneries, tu vois, parce qu'elle a besoin de les faire. Oui, c'est ça, c'est en fait tu t'apprends vraiment de tes erreurs, quoi. Exactement. Trop chouette, merci beaucoup. Bah merci à toi, c'était cool. Merci. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.